Alors, bonjour chers amis, j'ai l'immense privilège de faire le discours d'introduction de 14 heures qui est toujours le meilleur. J'espère que vous avez pris du café et que je ne vais pas vous endormir. On est réunis aujourd'hui les uns et les autres pour relever un défi que je dirais majeur, qui est d'accompagner nos enfants vers une conscience citoyenne, responsable, capable de faire des choix alimentaires durables. On m'a mis durable, je dirais conscient. Cette responsabilité ne peut reposer sur les épaules d'un seul acteur. Elle engage l'école, bien sûr, mais d'abord la famille, et puis surtout les professionnels, et plus largement, je pense que c'est un sujet de société. Apprendre à bien manger, c'est l'affaire de tous. L'éducation alimentaire doit devenir un droit fondamental inscrit. Ça vous intéresse ? Un droit fondamental inscrit dans la Constitution, au même titre que savoir lire, écrire, compter ou chanter la Marseillaise. C'est pourquoi je soutiens pleinement la proposition de loi déposée par Olivia Grégoire le 18 novembre, qui lance une expérimentation de 3 ans pour rendre obligatoire dans les établissements du primaire au secondaire qui sont volontaires une éducation à l'alimentation mêlant théorie et pratique. Je pense que c'est un pas décisif pour faire de l'école le point d'ancrage d'un savoir indispensable à la vie de tous les jours, à la santé de nos enfants et à la préservation de notre agriculture et de notre environnement. Mais éduquer ne saurait se limiter à une simple transmission de connaissances. Il faut que ce savoir s'incarne dans des gestes du quotidien, notamment à travers la restauration scolaire. Il faut respecter la saisonnalité des produits. On m'a écrit pas de tomates en hiver. Oui, on peut prendre des tomates en hiver, mais pas que ça. Valoriser la diversité de nos terroirs dans nos cantines. Oui, ce qui compte, on ne va pas changer les cantines, mais ce qui compte, c'est l'appropriation des savoirs, mettre en pratique ce qu'on a appris en cours. À Rungis, nous avons l'intime conviction qu'il faut apprendre par l'expérience. Et c'est pour ça que chaque année, nous accueillons des classes pour leur faire découvrir les produits, la saisonnalité, la diversité, la richesse de notre patrimoine agricole et culinaire. Et là, encore cette semaine, je vais recevoir dans la semaine du fait maison des jeunes, très jeunes, pour leur apprendre à faire eux-mêmes des recettes de cuisine. Il ne faut pas arrêter avec ça. C'est en touchant, en sentant, en goûtant, que les enfants de tous âges s'approprient ces apprentissages. Le goût, tout comme la santé qu'il garantit, s'éduque dans la pratique et pas seulement dans les livres, même si les livres, c'est très important aussi. Mais l'école ne peut relever ce défi seule. Famille, professionnels de la restauration, collectivités publiques, acteurs économiques doivent s'engager pleinement. Et les mines, qui sont des services publics, et notamment Rungis, qui est le plus important d'entre eux, ont un rôle stratégique pour garantir l'approvisionnement en produits locaux, frais, sains, de qualité et responsables. Pourtant, et c'est pour ça que je veux insister sur ce point, leur potentiel reste totalement sous-exploité. Par exemple, Florence, elle ne savait pas que j'étais président de Rungis. Elle s'est emmêlée les pinceaux. Pourquoi ?
parce que nous n'avons pas eu une reconnaissance législative explicite. Plus que jamais, nos marchés doivent être officiellement considérés comme des relais stratégiques pour l'achat public alimentaire, comme l'UGAP. Comme ça, les intendants n'auront pas besoin de faire des formalités de marché public pour acheter sur des services publics les produits locaux dont ils ont besoin et les produits bio dont ils ont besoin. La loi et les politiques publiques doivent faciliter l'intégration pleine et entière des mines, des marchés d'intérêt nationaux dans les circuits d'approvisionnement des cantines, notamment dans les zones rurales, afin de garantir l'accès à des produits exemplaires. Alors évidemment, nous, on le fait. On le fait par l'intermédiaire d'un grossiste à service complet qui est très puissant dans la restauration scolaire, qui s'appelle Pomona. Mais on le fait par Elior, par ces grands groupes, par Sodexo, par Transgourmet. Mais moi, je pense que ça serait plus simple de donner quand même une démarche citoyenne aux intendants des cantines scolaires, qu'ils viennent sur les marchés, qu'ils se renseignent sur les produits, qu'ils achètent directement ce dont ils ont besoin. Pour faire vivre cette ambition, il faut des moyens concrets, des cantines équipées, il faut investir, il faut que les conseils généraux et les conseils régionaux investissent, qu'il y ait des plateaux techniques pour cuisiner sur place, il faut former les personnels. Il ne faut pas que ce soit des passeurs de plats, des chauffeurs de micro-ondes. Il faut leur apprendre à cuisiner. Et puis surtout, c'est pour ça que je regrette, il faut des financements pérennes pour des projets pédagogiques réunissant enseignants, cuisiniers et élèves. Et nous devons assurer une cohérence entre l'enseignement et la restauration collective pour que les repas deviennent le prolongement naturel des valeurs et des savoirs transmis à l'école. Et une idée toute simple, c'est que si on relevait la TVA de la malbouffe, je parle de la malbouffe, qui est vendue dans les restaurants à 10%, ce qui est un scandale, eh bien, on l'a relevé à 20%, avec les 10% de différence, on pourrait financer de façon pérenne l'éducation à l'alimentation dans les collèges et les lycées. Et c'est aussi, et je me tourne vers M. Massacré, Ludovic Massacré, s'il est toujours là, et surtout Gilles Maréchal, il faut apprendre à reconnaître la valeur du travail agricole, à renouer des liens avec nos terroirs. Il faut que les enfants aillent dans les exploitations, qu'ils sachent reconnaître, faire la différence entre une pomme et une pomme de terre. Non, ils savent. Une éducation sensorielle, critique et culturelle que nous devons construire collectivement. À Rungis, nous sommes fiers d'être un laboratoire vivant du bien manger. Nous sommes prêts à accompagner cette mobilisation nationale. Nous sommes prêts à ouvrir nos portes en partageant nos savoir-faire. Nous sommes prêts, très modestement, à développer des outils pédagogiques innovants et à les financer. Mieux manger, c'est mieux vivre. Ensemble, tous, salut Jean-Marie, faisons en sorte que cette ambition soit une réalité sur le terrain pour tout le territoire. C'est dans ce cadre que nous lançons cette semaine la première semaine du fait maison qui réunit tout le monde. On n'a aucune exclusive. Si vous voulez rentrer dans la semaine du fait maison, quelle que soit votre structure, publique ou privée, votre entreprise, vous pouvez participer. On veut lancer un mouvement autour du fait maison parce qu'on trouve que le fait maison, c'est la matrice du bien manger. Et cette semaine réunira tous les acteurs de la chaîne alimentaire, de l'agriculture aux détaillants, des interprofessions au marché de plein vent, des consommateurs
aux chefs, jusque bien sûr aux enfants. Nous souhaitons ainsi faire du fait maison un réflexe, un partage, un plaisir accessible à tous, partout. Je vous invite toutes et tous à rejoindre ce mouvement, à partager vos recettes, vos expériences sur vos réseaux sociaux en me taguant le marché de Rungis. Chaque geste compte. Demain, à la Rungis Academy, j'ai déjà dit, j'aurai le plaisir d'organiser un cours de cuisine avec une 50aine de jeunes enfants. Chaque action, chaque rencontre est une pierre à l'édifice de cette transformation éducative indispensable. Merci à tous. Ils ont oublié dans mon discours, je ne sais pas si le recteur est là, les Crous. Moi, j'ai un souvenir affreux des Crous. Alors, j'ai invité le Crous, le CNUS à Rungis. On essaye de travailler avec eux. Mais clairement, là aussi, il y a un mouvement des jeunes qui veulent travailler de plus en plus dans les laboratoires, dans les cuisines. Ils ont envie de ça. Et donc, les Crous doivent participer à ce mouvement. Alors, c'est très compliqué. Je sais très bien que, monsieur le recteur, c'est pas plus d'1,50 € coût matière par repas. Mais on peut, peut-être, de temps en temps, faire la semaine du fait maison ensemble. Dans tout... à venir déjeuner dans les Crous en Centre-Val de Loire et vous verrez les efforts qui ont été faits. Et on déjeunera ensemble pour voir tout le chemin qui a été fait depuis que vous avez fait vos études et que j'ai fait les miennes. Et puis tout le chemin qui reste. Je suis sûr. Moi c'était atroce. Hein. Mais on mangeait dans des plats en métal qui étaient préformés et où la soupe se mélangeait avec le gratin pas dauphinois. Non, je sais. C'est déjà meilleur. Mais moi, je pense que c'est un vrai... En tout cas, l'enseignement supérieur, c'est aussi un sujet. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Juliette Gougis, qui est directrice chez Nutrikeo et qui va nous faire un état des lieux très rapide, nous rappeler les grands axes de l'éducation à l'alimentation, enfin les grandes conditions, on va dire. Tout à fait. J'ai des slides qui défileront toutes seules. Ils vont te les... Parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a chargé de poser un petit peu le contexte de cette éducation alimentaire, parce que je pense qu'on en a largement parlé depuis hier. Je n'ai pas compté le nombre de fois où on a dit le mot éducation depuis les débats d'hier soir et toute la journée, mais je pense qu'on frôle la centaine. C'est évident que une des solutions qui va nous amener à une souveraineté alimentaire va être l'éducation à l'alimentation. Quand on se parle d'éducation à l'alimentation, il faut bien avoir en tête qu'il y a deux grands enjeux à prendre en compte. C'est évidemment l'impact de l'alimentation sur notre santé, sur la santé de nos enfants, sur la santé de nos adultes, sur la santé de nos seniors. Et évidemment, l'autre pendant, c'est la durabilité de nos modèles alimentaires, la provenance et l'impact éthique et social que l'alimentation peut avoir directement ou indirectement. C'est pas grave, je vais commencer comme ça. Le sujet principal qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'augmentation en flèche de la santé métabolique de nos compatriotes. Aujourd'hui, on se parle en France, on a quasiment 50%, donc on a 49% pour être précis, d'adultes qui sont en situation d'obésité ou de surpoids. On se parle de 1 personne sur 2. C'est évidemment beaucoup trop, et l'impact que ça a, c'est direct sur la santé cardiovasculaire, les problématiques de diabète, certains cancers qui explosent à cause de cette problématique-là de surpoids. Et aujourd'hui, on a un chiffre très très fort lancé par ePlancet qui nous explique que 15 millions de morts prématurées pourraient être évitées si on adoptait des meilleurs comportements alimentaires. Donc le modèle alimentaire aujourd'hui, c'est une des énormes sources du problème de cette catastrophe sanitaire en France et dans le monde. Et encore, en France, on est très très bien lotis par rapport à plein d'autres pays.
D'accord ? Il faut quand même l'avoir en tête, mais c'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur nos acquis, parce que l'évolution des chiffres est extrêmement préoccupante, et justement, il faut lutter maintenant pour éviter d'aller aussi loin que d'autres pays du monde. Oui, donc 15 millions de vies qui pourraient être sauvées dans le monde. Et donc, comment est-ce qu'on va y arriver ? On va y arriver par une modification fondamentale de notre modèle de prise alimentaire. C'est assez simple, hein, finalement. En vrai, la solution, on l'a, elle est entre nos mains à tous, mais c'est la mise en œuvre qui est très compliquée. Parce que concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut manger plus de fibres. Bon, voilà, aujourd'hui, 83% des Français ne mangent pas assez de fibres. 83%, d'accord ? C'est quand même hallucinant, ce chiffre-là. Ça fait des années qu'on le connaît. Et tous les ans, il y a des nouvelles études qui montrent que ça ne s'améliore pas. Voilà, aucunement. Le deuxième sujet, c'est la végétalisation. C'est extrêmement lié, puisqu'évidemment, les fibres, ça se trouve principalement dans les produits d'origine végétale. Donc, il faut manger plus de fruits, plus de légumes, mais aussi plus de légumineuses, plus de fruits à coque. Et pour faire tout ça, il faut les rendre plus attrayants. Il faut que ce soit plus simple à consommer, que ce soit dans les cantines, par le biais de la transformation alimentaire et autres. Par rapport à tout ça, évidemment, l'éducation, ça se passe chez les jeunes enfants, chez les enfants. On l'a dit, hein, on a des représentants ici. Il faut les prendre au berceau, d'accord ? Il faut commencer dès le plus jeune âge. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas réussi à avoir cet âge-là, c'est perdu. Au contraire, moi, je veux vraiment lancer un message positif et optimiste. On peut faire de l'éducation alimentaire à tous les âges et auprès de toutes les populations, jusqu'à nos aînés qu'on continue aujourd'hui à aller éduquer en EHPAD pour leur expliquer l'impact de leur alimentation sur leur état de santé physique et psychologique. Donc oui, c'est extrêmement important à tous les âges de la vie, par le biais de tous les moments de vie. Et qui est responsable de ça ? Eh ben, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Arrêtons de nous regarder dans le blanc des yeux. En fait, les autres ne sont pas plus responsables que nous, d'accord ? Tout le monde est responsable. Ça commence au démarrage, vraiment sur l'amont. Ça commence par les représentants de l'agriculture, ça continue par les transformateurs, les distributeurs sont largement concernés, on en a largement entendu parler, on a beaucoup de représentants de Carrefour aujourd'hui, merci d'être là, c'est très important, ils font beaucoup de choses justement pour cette éducation et cette pédagogie-là. Les acteurs de la restauration, évidemment, merci monsieur d'être là aussi pour se parler de tout ça. Les familles, on en a parlé aussi, y compris dans l'introduction, l'éducation nationale, et en fin de compte, on va tous y arriver ensemble, d'accord ? Tout ça, c'est un faisceau de... si on prend... Je parlais du fait qu'il faut les prendre au berceau. Dès le démarrage, en fin de compte, il n'y a pas un seul moyen d'éduquer à l'alimentation, mais c'est plein de faisceaux qui vont s'ajouter les uns par rapport aux autres tout au long de la vie pour enfin réussir à améliorer, par le biais de plein de petits pas successifs, globalement, la santé publique grâce à l'alimentation. Merci beaucoup et merci d'avoir réussi à faire ça sans les slides qui se sont évaporés dans la nature. Donc je passe maintenant la parole à Bruno Cardo, qui est agriculteur et qui représente finalement le premier maillon de notre filière, pour qu'il nous dise pourquoi, pour lui, l'éducation à l'alimentation, c'est très important. J'adhère totalement à tout ce que vient de dire Juliette. Par contre, sur le côté attrayant du produit, en tant que moi, premier maillon agriculteur, le côté attrayant, si tu me demandes de faire des œufs bleus carrés, il va falloir du boulot en recherche et trouver la poule qui me fasse ça. Mais non, mais je plaisante. Je fais beaucoup de dérision, mais c'est pour vulgariser, c'est ce que j'aime faire. Évidemment, premier maillon. De ce long chemin jusqu'à nos assiettes, jusqu'à vos assiettes. Donc je me dois de respecter cette règle d'or numéro 1 pour moi, c'est le sanitaire. Et Dieu sait si les réglementations sont là pour nous le rappeler. Mais au-delà de ça, premier maillon sur un chemin qui a besoin d'être expliqué. Donc d'abord le mien. Je vais pas faire de procès aux aînés et vous dire avant c'était pas bien, mais c'est juste que voilà. Merci les parents, merci les grands-parents, vous avez fait un super boulot. La France est un fleuron mondial de l'agriculture. Vous n'avez pas pris le temps, ni eu le temps, en fait, quelque part, d'expliquer vos métiers. Vous aviez la tête dans le guidon. Et bien maintenant, on s'y colle, et on s'y colle. Personnellement, depuis 8 ans, avec les copains, depuis une dizaine d'années. Quelque part, c'est parti du fameux agribashing. On a tous entendu parler de ça, qui n'est pas complètement mort. C'est parti de là, et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on réponde à cette demande sociétale
qui est toujours d'actualité. Vous voulez savoir comment est faite vos assiettes, de où on part, et vous voulez avoir la réponse à toutes vos questions. Et c'est un droit, et donc nous avons le devoir de répondre à ça. Pour y répondre, il y a énormément de pistes. Sur la forme, moi j'utilise les réseaux sociaux, l'événementiel, voilà, beaucoup de casquettes et de supports d'ambassadeurs qui sont très pratiques. Mais enfin, pour la petite histoire, si on m'avait dit, moi, Bruno, agriculteur dans les Hauts-de-France, il y a 10 ans, bah, tiens, tu vas faire des vidéos sur les réseaux sociaux, et à chaque fois tu vas commencer en disant salut, salut, ouais, je vous aurais pas cru, quoi. C'est lunaire, mais c'est juste, voilà, pour capter l'attention, je prends l'humour et l'autodérision parce qu'il faut capter l'attention, c'est de la com, hein, voilà. On est formé com, hein, et on est bien formé pour ça. La cible importante, je l'ai dit, donc c'est grand public. J'y mets les médias, mais c'est grand public. Moi, je suis très content quand un voisin agriculteur me dit « C'est très bizarre ce que tu as fait comme vidéo, tu as mis une perruque, c'est chelou, c'est limite nul, quoi. » Et là, je le remercie, je lui dis « C'est bien, je m'en fous, c'est pas toi que je parle, t'es pas ma cible. » Ça veut dire que potentiellement, je peux atteindre ma cible qui n'était pas lui. J'aime à dire ça parce qu'en fait, je veux aussi passer ce message de dire « Arrêtons de faire des trucs entre nous. Arrêtons de dépenser autant de temps et de moyens. Il faut continuer, mais je veux dire, diversifions notre offre événementielle, diversifions nos congrès, nos colloques. Il faut vraiment qu'on sorte de notre sphère. Notre sphère, qui est une sphère ici, Open Agri Food, elle est minuscule. Et on doit parler à une sphère qui est gigantesque comme la salle. Sortons de nos sphères, allons vers les autres. J'ai plein d'exemples à vous donner, mais sur un grand événement des jeunes agriculteurs nationaux, vous avez l'armée de l'air qui est là pour recruter. Un truc que j'ai adoré une fois, je suis allé au salon de l'auto pour parler de l'éthanol, parce que je suis sur la com betterave et sucre. J'ai parlé de betterave sucrière au milieu du salon de l'automobile, quoi. Ça, c'est super important. L'ouverture est très importante pour nous, premier maillon. C'est un message que j'aimerais passer. Maintenant, quel message sur le fond il faut passer? Alors, il y en a tellement, mais en fait, c'est assez facile. Mon bureau est à ciel ouvert. J'ai le plus beau bureau du monde. Limite, je fais juste une photo Instagram avec le bon hashtag. J'ai rien à dire. Et ça suffit. Et là, j'ai placé un message. Voilà. Et c'est une vraie chance. On a ce support, ce bureau qui est magnifique. On a la plus belle agriculture du monde. On a tous les paysages possibles. Je l'ai dit ce matin aux jeunes en masterclass. Je leur ai dit, mais on a cette chance en France de pouvoir avoir une assiette 99,9% française, quoi, avec nos départements d'outre-mer, à territoire. Voilà, c'est vraiment important. Dans les messages que j'aime à passer, c'est on travaille le vivant. Animaux, végétaux, c'est du vivant. On est dans le temps long. Et ça fait partie des trucs importants à rappeler sur la base. Merci beaucoup, Bruno. Merci bien. On va donner maintenant la parole à la représentante de l'échelon qui va derrière l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, Stéphanie Anton de chez LSDH, donc, qui travaille sur différents produits. Peut-être peux-tu les expliquer et nous dire en quoi... l'éducation à l'alimentation, c'est très important aussi à cet échelon. Oui, merci de me donner la parole et je suis très heureuse de représenter aujourd'hui notre groupe LSDH. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, entreprise plus que centenaire familiale qui est spécialisée dans la production de tout type de liquides alimentaires et historiquement le lait et la crème. Donc on fait aussi maintenant des jus de fruits, des boissons végétales, des salades et des légumes prêts à l'emploi. Donc, en tant qu'entreprise agroalimentaire, pour moi, c'est vraiment primordial aujourd'hui. On a un rôle majeur à jouer en matière d'éducation à l'environnement. C'est même de notre responsabilité, en fait, cette éducation à l'environnement et à l'alimentation saine et durable. En effet, on est échelon transformateur, on produit et on commercialise tout type de produits alimentaires, plutôt nous liquides, hein, qui, derrière, doivent être les plus sains, les plus durables possibles, mais aussi accessibles à toutes et à tous. Et donc, historiquement, le lait et la crème, on est quand même sur des produits qui sont des incontournables, hein, qui apportent des apports nutritionnels primordiaux. Hein. Quand on prend le lait, aujourd'hui, on sait que c'est source de protéines, mais aussi de calcium, qui permet de lutter contre l'ostéoporose. Alors nous, au niveau de notre groupe, et c'est des conseils qu'on peut aussi donner à d'autres entreprises, mais certaines sont déjà bien engagées en la matière, il y a plusieurs leviers actionnés. Le premier levier, en fait, c'est de promouvoir vraiment cette alimentation saine et durable, de produire des produits les plus sains, les plus naturels possibles, les moins transformés. C'est ce que nous, on fait au quotidien avec une équipe recherche et développement qui est vraiment exemplaire en la matière, avec aussi un sourcing des matières premières
voilà, la plus vertueuse possible. On essaie d'être aussi en local le plus souvent possible. Le deuxième volet, c'est la transparence. La transparence auprès de nos consommateurs. Et là, ça passe par l'étiquetage nutritionnel, la clarté des informations qu'on met on-pack sur nos packaging, la liste d'ingrédients, les origines des produits qu'on travaille, et tout ça en essayant de vulgariser les choses. Parce qu'aujourd'hui, sur l'emballage, on retrouve tellement de choses, tellement de labels, que le consommateur, il y a un moment, il ne s'y retrouve plus. Donc il y a toute une pédagogie à avoir au niveau du consommateur. Le troisième axe qu'on a, nous, c'est de sensibiliser en interne nos collaborateurs. Parce que ces collaborateurs, comme le dit souvent notre président, ce sont des familles aussi qu'on nourrit. On a plus de 2200 collaborateurs qui font vivre l'entreprise au quotidien. Et ces collaborateurs, il faut les sensibiliser. Donc on organise des animations, des événements axés nutrition, santé, pour qu'ils intègrent tout ça dans leur quotidien et qui se reconnectent aussi à la nature. Là, on est une entreprise agroalimentaire, donc c'est plus facile. Mais que voilà, ils sachent en fait d'où viennent les produits qu'ils travaillent. Donc tout ça, c'est en ayant recours à certains programmes. Par exemple, on a testé le programme PEPS de l'Open Agri-Food. On a fait appel à des nutritionnistes, et dont une qui travaille avec nous, qui a sorti un programme qui s'appelle 1000 jours à croquer. Parce qu'en fait, la nutrition, ça passe aussi au niveau des femmes enceintes. Il faut savoir que le fœtus, dès le départ, si la maman elle s'alimente pas bien, ça aurait des répercussions plus tard sur le fœtus. Donc ça, c'était le troisième axe. Le quatrième axe, c'est aussi un travail. Nous, on a de la chance d'avoir certains restaurants d'entreprise. Donc, c'est proposer à nos collaborateurs aussi, via le restaurant d'entreprise, des plats diversifiés, les plus équilibrés possibles. Donc, on a la chance aussi de travailler avec Elior, donc, qui est très engagé sur ce sujet-là, avec des produits bio, qui sont travaillés aussi, une recherche de sourcing en local. Et pour terminer, le cinquième axe, qui est vraiment très important aussi, c'est le fait de communiquer en interne, de s'engager et de soutenir certains programmes d'éducation à l'alimentation, comme l'école de l'alimentation qu'on a soutenu nous, parce qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Et c'est par là, justement, en reconnectant les enfants au vivant, d'où viennent les produits qu'ils ont dans leurs assiettes, voilà, en organisant des visites chez des producteurs, en les aidant à savoir cuisiner aussi, que comme ça, il y aura une transmission qui va à nouveau se faire, parce qu'on la perd malheureusement. On veut aller très très vite, on n'a plus le temps de cuisiner, et on n'a plus les petites recettes de nos grands-mères et de nos grands-pères. Voilà. Merci beaucoup, merci Stéphanie. On va donner maintenant la parole à Michael Girard, directeur général d'Elior France. Et la question, Michael, est un tout petit peu différente. Comment la restauration collective peut-elle nous aider à accélérer cette éducation à l'alimentation dans les écoles et auprès de tous les enfants de France? Bon. Merci en tout cas, merci d'organiser ces moments-là. Moi, je veux lutter contre la cantine gamelle. Enfin, quand j'entends en introduction, excusez-moi, Stéphane est parti, mais la restauration scolaire Crous assimilée à une gamelle, c'est fini ce temps-là. Et on doit tous combattre contre ces sujets-là. Et moi, je combats tous les jours et merci d'organiser ce forum. Moi, je dis que souvent, l'alimentation, c'est le premier des médicaments. Et ce forum devrait être d'ailleurs financé par la Sécu sociale. Parce que je suis convaincu que globalement, on est tous responsables et tous acteurs de ce qui se passe en France. Il y a ce qui dépend des autres et ce qui dépend de nous. Alors nous, Elior, globalement, c'est 1 million de repas produits et servis par jour dans 10 000 restaurants en France. Et on fait de la petite enfance à la personne âgée. Alors, on a une grosse activité sur la restauration scolaire. Et moi, je dis aussi souvent à nos clients, collectivités territoriales pour la plupart, qu'il y a une part de responsabilité qui est conjointe. Quand on donne 2 € pour faire un repas, entrée, plat, fromage, dessert, pain, tous les jours sur toute l'année, je peux vous assurer que quand je dis Elior, mais les acteurs de la restauration collective, on a des magiciens en cuisine. On a des magiciens qui doivent respecter Galim, qui doivent respecter l'approvisionnement local. Et donc tous ces enjeux-là, donc nous, on les intègre dans notre fonctionnement. Donc première chose déjà, moi, avant de parler des enfants, on doit éduquer les parents. On a un enjeu fort, nous, acteurs de la restauration collective, à mieux communiquer sur ce qu'on réalise, à mieux communiquer sur les produits qui sont mis dans les restaurants, à avoir des appellations aussi qui soient compréhensibles par tous. Parce que quand on parle de la salade hawaïenne, je ne suis pas certain que tout le monde connaisse la composition de la salade hawaïenne. Donc être un peu plus simple, plus direct, et déjà avec les parents. Donc nous, l'enjeu majeur, et je suis content de voir des acteurs au niveau de la production autour de cette table ronde, premier sujet, déjà, c'est de communiquer avec les parents sur les produits,
du produit à l'assiette et même jusqu'à la gestion du gaspillage alimentaire. Donc on a un enjeu fort de communication sur ce qu'on réalise. Alors moi, ça fait 35 ans que je suis dans la restauration et on dit tous depuis très longtemps qu'il faut manger des produits de saison, qu'il faut manger équilibré, qu'il faut manger local. Nous, on s'est obligés, et j'ai contraint nos équipes, à acheter des produits s'ils étaient de saison. Alors, c'est assez simple. Alors, la tomate, je suis désolé, la tomate, on ne doit pas en avoir en hiver. Et si dans les supermarchés, si dans les marchés, on a les mines ou autres, on ne proposait pas de tomates, on n'achèterait pas de tomates. Donc cet exemple, il est concret. Nous, au sein d'Elior, je mets en tout cas au défi ceux qui sont dans cette salle, et on a quelques clients sur Orléans, de trouver des tomates dans le restaurant. J'ai interdit à mes équipes d'acheter des tomates. Donc on a un outil de commande, ils ne peuvent pas acheter des tomates si elles ne sont pas de saison. Alors, remarque assez simple en ce moment, c'est la courgette. Comment est-ce que je fais mon couscous ? Tu mets de la courge et tu ne mets pas de la courgette, tu trouves des solutions. Et ces enjeux, voilà, il faut se prendre en main. Sur la valorisation de l'achat France, nous on a 91% de nos achats qui sont français. Et on me dit la viande, Mickaël, tu veux de la viande fraîche, garantie française, mais attention, je te préviens, la bavette, je la touche 40% moins chère si elle vient d'Allemagne. Parce que les Allemands mangent peu de bavette, et donc du coup elle est moins chère. Je dis, dans ces cas-là, soit on ne met pas de bavette, soit on augmente le prix de 40%. La volaille, si elle vient, alors c'est un exemple très concret, parce qu'on est en pleine négociation, vous savez, on est en négociation annuelle avec nos fournisseurs. Si elle vient de la Pologne, elle coûtera 40% moins cher surgelée. Française conventionnelle, c'est 0. Si tu la veux avec des labels locaux, c'est 20% plus cher. Ben, du coup, on mettra peut-être moins de viande dans nos repas, mais on mettra de la viande de qualité. Et là, on a un enjeu fort, et là, c'est un enjeu collectif. Nous, acteurs de la restauration, les collectivités, nos clients, de faire en sorte justement qu'on aille sur ces sujets-là et qu'on les mène tous ensemble. Et ça, c'est des combats qu'on a collectivement. Après, sur l'éducation au goût, quand on met à un enfant dans un restaurant scolaire une courgette et un concombre, il n'y a pas 1 sur 3 qui sait faire la différence. Nous, nos fournisseurs nous disent souvent, dans quelques années, personne ne connaîtra la couleur de la betterave et de la carotte parce que du coup, on joue avec les couleurs. On le voit d'ailleurs dans les supermarchés aujourd'hui. Et on ne saura plus que la carotte était d'une telle couleur et que la betterave d'une autre. Donc on travaille aussi sur de la communication, sur les maternelles primaires, à mettre le produit brut qui est servi dans les assiettes après. C'est-à-dire que je mets à l'entrée du restaurant un céleri et qui sera servi derrière dans les assiettes pour qu'il y ait un repère aussi pour les enfants. Donc on a un enjeu fort sur ces sujets d'approvisionnement qui dépendent de nous. On a un enjeu sur toute la partie ludique, là aussi, pour les enfants, mais également les plus âgés. J'évoquais juste avant la notion de Nutri-Score. On a été premier acteur de la restauration collective à mettre le Nutri-Score dans nos restaurants d'entreprise. Aujourd'hui, on a 70% de nos recettes qui sont Nutri-Score A et B. La façon ludique qu'on a aujourd'hui de mettre en place le Nutri-Score, c'est que chaque collaborateur qui mange dans un restaurant d'entreprise pourra avoir son Nutri-Score perso. Donc je suis Nutri-Score en moyenne sur mes repas de l'année B, B+, et le collaborateur moyen qui mange dans le restaurant d'entreprise, il est C, donc je suis mieux que lui. Et donc du coup, c'est aussi c'est le côté ludique qu'on amène aux enfants, mais également aux adultes. Donc ça, on a ces enjeux importants. Et puis un enjeu fort de communiquer. On a recruté, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans nos équipes, on a un cuisinier qui a 1 million de followers sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Guillaume Le Cantinier. Il valorise ce qui se fait derrière la ligne rouge. Moi, je combats pour valoriser nos approvisionnements de qualité, le fait maison, et j'entendais Stéphane Layani l'évoquer, il faut valoriser le fait maison dans la restauration collective, valoriser les approvisionnements, donc il faut ouvrir nos portes. On a une image de la restauration collective un peu dégradée, restauration collective. Il y a une cuisine centrale en France qui fait 70 000 repas où on prend les carottes à l'appel. C'est le reportage télé bingo sur la cuisine centrale qui prend les carottes à l'appel. Il y en a une en France. Nous, on en a 80 où on fait aussi des approvisionnements un peu plus gros et avec une cuisine avec des gamelles un peu plus grandes qu'à la maison. Mais il faut le valoriser parce que du coup, les acteurs de la restauration collective sont pleinement impliqués pour valoriser ce qui est fait en appro local et en fait maison dans les différents restaurants. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Louis Bonnem, vous êtes chef du pôle mesures incitatives à la DRAF. Et on est très content de vous entendre aujourd'hui parce que la DRAF Région Centre-Val de Loire a ouvert un appel à projet sur l'éducation à l'alimentation, justement. Donc on avait envie d'entendre Louis Bonnem nous dire pourquoi cet appel à projet, pourquoi ce sujet et comment vous y êtes pris. Alors pourquoi ce sujet ? Parce que, c'est un sujet important. Deuxièmement, en fait, la DRAF Centre-Val de Loire, elle est là pour territorialiser une politique
du ministère de l'Agriculture sur une territorialisation du programme national de l'alimentation. Il faut savoir que l'éducation à l'alimentation fait partie des 3 axes thématiques qui sont soutenus dans ce programme national. On a une particularité après aussi en Centre-Val de Loire, c'est qu'il y a eu du coup en 2024 la COP planification écologique régionale, plusieurs groupes de travail tout au long de l'année, une multitude d'acteurs rencontrés, et il a sorti une feuille de route qui a été présentée conjointement en début d'année par le président du conseil régional et par la préfète de région, avec 29 défis à relever. Et dans ces 29 défis à relever, on a la généralisation de l'éducation à l'alimentation qui est sortie. Donc on s'est dit, bah voilà, du coup tout est réuni pour qu'on lance un appel à projet sur la généralisation de cette éducation à l'alimentation au niveau du scolaire. Comment on s'y est pris? Parce que du coup la question c'est qui s'y colle. Et du coup je pense un peu tout le monde, mais il faut surtout travailler ensemble. Donc forcément, quand on parle milieu scolaire, on parle forcément au rectorat, et donc notre premier réflexe ça a été de construire un cahier des charges directement en lien avec la mission de l'éducation à l'environnement et au développement durable du rectorat. Donc on a travaillé avec les équipes de monsieur le recteur pour construire le cahier des charges, et ils nous ont accompagnés jusqu'au comité de sélection. Donc une enveloppe de 180 000 €, 11 projets lauréats, dont l'Open Agri-Food avec son projet de plateforme d'éducation à l'alimentation. Et pourquoi c'est important en fait d'avoir travaillé là-dessus, c'est parce qu'on pense, qu'il faut arriver à venir produire forcément des contenus pédagogiques pour les enseignants de la région Centre-Val de Loire, et qu'elles ont d'autant plus de force quand elles viennent d'acteurs du territoire qui ont fait leurs preuves sur l'ensemble de l'éducation à l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Open Agri-Food, c'est pour ça qu'on retrouve aussi des projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, donc ça c'est cette importance-là, et donc voilà, l'objectif c'est que de ces 11 projets, on puisse après du coup mettre à disposition du contenu à n'en pas douter de qualité auprès de l'ensemble des enseignants, et pousser les enseignants à s'en saisir. Ça, on va dire que du coup c'est le premier état au niveau de l'éducation à l'alimentation côté ministère, c'est d'accompagner. Là on a accompagné. Mais il ne faut pas oublier du coup le rôle de formation qui est primordial, parce que du coup la DRAF est l'autorité académique au niveau de l'enseignement agricole aussi. C'est 33 établissements publics et privés, plus de 9000 élèves. Et en fait, on va former les générations futures au métier du vivant. Et ça, du coup, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc l'éducation à l'alimentation et à l'agriculture, elle passe aussi par là, par la formation. Parce que ça deviendra forcément les ambassadeurs. Notre rôle, c'est aussi d'inciter. Voilà, il y a toute la politique Egalim en restauration collective. L'objectif, c'est d'expliquer comment on peut atteindre ces objectifs, de porter cette politique du coup au niveau régional, de mettre à disposition des outils, d'organiser des rencontres entre les acteurs. C'est ce qui a été fait dans le Loiret, mais c'est ce qui a été fait aussi dans plusieurs autres départements, pour se dire comment y arriver. Il ne faut pas oublier du coup qu'il y a quelque chose de primordial dans la loi Egalim, c'est l'information du consommateur. Et on a souvent tendance à penser éducation à l'alimentation uniquement tournée vers les enfants, mais en fait, elle est tournée vers l'ensemble des consommateurs. Il faut que tout le monde comprenne l'importance. Et enfin, c'est informer et communiquer et travailler ensemble. Et je pense notamment, pas plus tard que la semaine dernière, à une opération de communication qui a été faite au niveau du lycée en Forêt sur le programme Lait et fruits à l'école. On avait quand même la présence de monsieur le recteur, du président du conseil régional et de la préfète de région pour expliquer un peu ce programme européen qui permet d'obtenir des subventions qui viennent soutenir les filières aussi en local de qualité et qui permettent de faire comprendre aux élèves l'importance d'une alimentation saine et durable. Donc voilà, c'est un peu tout ça notre rôle. Et donc voilà, qui doit s'y coller? Tout le monde, mais ensemble. Très clair, merci beaucoup. Eh bien, on va donner maintenant la parole à monsieur le recteur pour le mot de la fin, si on a le temps, mais on prendra quelques questions de la salle. Mais il y a une autre table ronde qui va démarrer après. Donc, on va déjà écouter monsieur le recteur. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci pour d'abord pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour toutes les interventions, parce que en réalité, vous avez rappelé il y a quelques minutes les programmes auxquels nous avons participé il y a encore
quelques jours ou quelques semaines. On pourrait ainsi multiplier les exemples d'action. Je pourrais vous démontrer, et sans mauvais jeu de mots, par le menu, qu'en fait ce sont des heures et des heures, des dizaines, des centaines d'heures qui, tout au long de la scolarité, sont consacrées à l'éducation, à l'alimentation, des plus petits jusqu'au lycée, décrire les besoins des végétaux, sol, eau, lumière, prendre conscience de son alimentation a une influence sur sa santé, établir des liens entre la qualité et la variété de l'alimentation et la santé, identifier les fruits, identifier les légumes de saison. Et je pourrais ainsi multiplier et quasiment baser toute mon intervention sur tout ce que nous faisons déjà. Mais au fond, ce sont toutes vos interventions et la diversité des fenêtres, en quelque sorte, des fenêtres desquelles vous avez les uns et les autres déclaré ce que nous devons faire, et je souscris parfaitement, qui montrent bien l'ampleur de la dimension éducative, du métier, en quelque sorte, d'agriculteur et du travail au plus près de la terre, et de l'élevage aussi, parce qu'il y a un vrai sujet autour de l'attractivité des métiers d'agriculteur et surtout de l'élevage, qui entraîne beaucoup de contraintes. Alors, je ne suis pas un spécialiste, vous le savez mieux que moi, mais beaucoup de contraintes sur le domaine personnel et familial qui font que nos élèves s'écartent de plus en plus de ces métiers-là, jusqu'à l'arrivée dans l'assiette, soit par la restauration collective, soit par la restauration familiale, en passant par la santé publique et la lutte contre toutes les formes de maladies que vous avez rappelées, et l'allongement globalement de la durée de la vie en bonne santé. Et au fond, toute l'étendue de la difficulté est là. Alors si on essaie de prendre un peu de perspective, de hauteur, de profondeur, et sans se dédouaner, c'est-à-dire sans se renvoyer les uns et les autres la balle. Oui, mais les parents ne font plus ce qu'ils devraient faire. Oui, mais l'éducation nationale dit qu'elle enseigne, mais elle n'enseigne pas. Oui, mais les agriculteurs, de toute façon, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent que manifester. Et puis la restauration collective, on l'a entendu tout à l'heure, c'est en gros des trucs dégueulasses dans des assiettes moches, et tout à l'avenant. Et on pourrait ainsi multiplier, et se renvoyer évidemment la balle. Si on prend un peu de hauteur et de profondeur, d'abord, c'est un phénomène social et sociétal. Et je pourrais vous en prendre d'autres qui touchent de plein fouet l'éducation. Ne parlons que du numérique, ne parlons que de la lutte contre des formes d'addiction, notamment celle, vous le savez, aux stupéfiants, qui fait aujourd'hui beaucoup de débats. C'est un phénomène sociétal. Et effectivement, Juliette, vous l'avez très bien dit au début, et vous l'avez toutes et tous dit derrière, c'est que il n'y a que si nous faisons société que nous trouverons une solution. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas rejeter le passé. Vous faisiez, et je me raccroche un peu à vos propos, vous parliez de nos aînés. Il ne faut pas le rejeter le passé, mais il ne faut pas le glorifier. Je crois que nous sommes dans une société du XXIe siècle qui commence à vivre dans le deuxième quart du XXIe siècle. Et évidemment, nous avons beaucoup avancé. Nous avons beaucoup avancé dans la prise de conscience de la relation à la nature et de tout ce qui implique l'alimentation. On le sait très bien, les débuts de la vision, on va dire, de l'écologie ou de l'environnement étaient très anthropocentrés, puis elle ne l'a plus été du tout, la nature pour elle-même. Puis de nouveau, on se dit que quand même, il y a un lien entre santé et environnement, santé et alimentation. Donc il y a aussi l'appréhension de phénomènes nouveaux. Si je prends la traduction dans l'éducation, et pour ne faire offense à personne, je vais me prendre comme exemple, la préoccupation du développement durable lorsque j'étais élève, ma prise de conscience en tant qu'élève de CM1, de CM2, de 6e, de 5e, et la prise de conscience de la société qui m'entourait, c'est-à-dire en gros mes amis, mes parents,
mes professeurs, etc., étaient beaucoup moins fortes que ce que nous avons aujourd'hui dans nos établissements. Donc il ne faut pas à la fois rejeter ce passé, le glorifier, c'est véritablement un sujet sociétal qui est celui de l'éducation à l'alimentation dans toutes ses dimensions, qui correspond à une époque donnée et qui avance, comme beaucoup de sujets, beaucoup plus vite que notre capacité à réagir. La capacité institutionnelle, administrative au sens large, mais même la capacité des entrepreneurs que vous êtes, entrepreneurs, agriculteurs, artisans. Oui, il faut que nous nous réadaptions à cette évolution sociétale qui va vite, et ça, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Alors, il faut à la fois, à mon sens, et c'est au fond ce qu'avec les équipes qui m'entourent, pour ce qui concerne l'éducation nationale, mais au-delà, dans le lien avec l'ensemble de nos partenaires, il faut à la fois, je dirais, avoir conscience de la nécessité et d'une forme d'urgence à réagir, mais sans faire les choses en l'emporte-pièce. Sans faire les choses en l'emporte-pièce parce que, au fond, on ne tomberait que dans une forme de, je dirais, de cautère sur une jambe de bois qui n'apporterait pas de solution. Il faut véritablement qu'on arrive à faire ce travail de fond ensemble, collectivités territoriales, acteurs en général de la nutrition, monde agricole, monde institutionnel, acteurs associatifs, parce qu'il n'y a qu'à ce prix-là que nous apporterons une réponse sociétale profonde à un enjeu sociétal. Et ça, c'est assez compliqué parce que, et vous l'avez dit, on est aussi dans un monde de la communication, on est dans un monde de l'immédiateté, on est dans un monde où une nouvelle fondée sur des rapports scientifiques est immédiatement chassée par une fake news qui est immédiatement chassée par un autre problème, et où, au fond, nous sommes toutes et tous parfois pris dans l'engrenage de la surréaction, de la volonté de l'affichage, oubliant qu'une fois qu'on avait apporté une réponse, j'allais dire communicationnelle ou médiatique, elle était chassée dans la demi-heure par une autre question communicationnelle ou médiatique. Donc je pense à la fois qu'il y a des choses qui se font, vraiment, et il faut en avoir conscience, mais qu'elles doivent se retravailler justement pour faire système. Je crois que c'est véritablement ça. Nous, l'enjeu de l'éducation nationale, c'est véritablement aujourd'hui celui-là. Mais pas que dans le domaine de l'éducation dans l'alimentation, dans des tas d'autres domaines. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour, par exemple, retravailler la coéducation avec les parents sur cette question-là. Il est évident que c'est un sujet absolument fondamental pour répondre collectivement à cet enjeu de société. Mais pas que sur ce sujet-là, mais sur ce sujet-là notamment. Pour une raison simple, je ne veux pas être trop long, mais si vous voulez, je peux répondre aux questions s'il y a des questions. Parce que, n'oublions pas là aussi que le modèle scolaire, issu de l'école républicaine du XIXe siècle, avec cette volonté toujours plus affirmée de démocratisation de l'enseignement, qui est la promesse républicaine. D'ailleurs, on l'entend dans l'actualité. Est-ce que l'école remplit encore sa promesse républicaine ? La promesse républicaine originelle, celle des débuts de la République du XIXe siècle, elle était basée sur un modèle familial. Un modèle familial qui était quasiment un modèle familial unique. Donc il y avait une espèce de jeu de miroir entre la manière dont était conçue l'institution école par un jeu de miroir d'un modèle familial unique. Aujourd'hui, nous le savons, et je ne suis pas du tout là pour discuter, et vous l'avez bien compris, en plus ce n'est pas mon état d'esprit, est-ce que c'était mieux ou moins bien avant ? Est-ce que c'est à la famille de s'occuper de ça ou à l'école ?
peu importe. La réalité aujourd'hui, si on veut faire face à un sujet majeur comme celui de l'éducation à l'alimentation, c'est que nous devons prendre acte que nous ne sommes plus face à un modèle familial unique qui dure tout au long de la scolarité de l'élève, mais face à des modèles familiaux divers, ce qui veut dire des exercices, des manières d'exercer la parentalité diverses, qui ne sont plus une seule manière d'exercer la parentalité. Hein. Si je suis caricatural, celle du 19e, on la connaissait. Papa va travailler, maman, on s'occupe des enfants et donne l'éducation. Je fais exprès d'être caricatural à souhait pour aller vite. Aujourd'hui, on sait que les modèles de parentalité ne sont plus cela. Et je dirais encore plus complexe, un seul élève, que nous gardons de 3 ans, globalement à 17-18 ans, je fais rapide, peut connaître dans sa vie d'élève plusieurs modèles de parentalité, et pas un seul modèle de parentalité. Donc cette réalité-là, aussi, nous devons la prendre en compte pour retravailler cette coéducation sur un sujet sociétal majeur qu'est celui de l'éducation à l'alimentation. Je pourrais aussi faire la démonstration avec les collectivités territoriales, je pourrais faire la démonstration avec les entreprises partenaires, je pourrais faire la démonstration avec les agriculteurs. Juste un mot peut-être, nous avons des cordées de la réussite dans cette académie. Vous savez que c'est une manière de finalement que des aînés, des élèves aînés ou des étudiants tendent la main, notamment dans des écoles où le niveau social des parents est le plus défavorisé pour leur faire découvrir des métiers. Dans cette académie, on a des cordées vertes. Nous les faisons avec les lycées agricoles et on voit très bien que ça marche. Lorsque on a des agriculteurs, par exemple, impliqués dans nos lycées agricoles qui viennent expliquer à nos troisièmes, à nos secondes, à nos enseignants ce qu'est le métier d'agriculteur, mais au-delà du métier d'agriculteur, ce qu'est la relation à l'animal, ce qu'est la relation à la terre, ce qu'est la vie, ce que ça véhicule comme valeur, etc., ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Ouais.